Ravi de vous voir aujourd'hui, Monsieur Dany Laferrière, pour un entretien sur La Ruche Média à propos de ce livre qui est super, que j'ordonne, allez carrément, tout le monde de lire, Petit traité du racisme en Amérique chez Grasset. Comment allez-vous déjà pour commencer? Ben, ça va bien. Je Oui. suis en ce moment à l'académie Mhm, après une séance très active. mhm, On n'imagine pas, les discussions peuvent être même assez rugueuses quand il s'agit de défendre la qualité d'un mot. tout à Et fait. donc voilà, et de discuter de nos projets. Donc j'ai grand plaisir à vous recevoir au Salon des Oui, académiciens pour parler de ce livre. de ce livre très important, vraiment, qui parle du racisme aux États-Unis, mais pas que, de ce qu'est le racisme, la façon dont nous le voyons à travers les époques et les temps. Et finalement, il y a une grande universalité, même si on part des États-Unis. Et Oui, c'est vrai, oui, excusez-moi, allez-y, merci. bien sûr, C'est vrai c'est qu'il y important. a un prétexte des États-Unis, le Mm. racisme, c'est-à-dire dans le sens de l'humiliation, de rendre l'autre dans une condition d'infériorité, c'est universel. Maintenant, il peut y avoir des applications locales. Il y a des sociétés qui sont plus violentes. Les États-Unis sont une société en ce moment où les armes à feu circulent en abondance, ce qui fait que les face-à-face et de type raciste finissent par la mort, si l'on peut dire. On l'a vu ces dernières années. Mais la réalité du racisme ne change pas. Il s'agit d'humilier l'autre. Exactement. Une domination à un endroit sur quelqu'un qu'on estime plus faible que soi. Donc le rabaisser quoi qu'il arrive. En lisant ce livre, alors qui est fait hein, de façon euh, avec des petits poèmes, des haikus, des portraits assez extraordinaires. Donc on passe d'une page à l'autre. Finalement, l'ADN et le fil conducteur, ça reste tout de même cette affaire de racisme, mais à travers aussi des témoignages qui vous sont propres et le regard que vous avez sur certains artistes. Et j'ai eu l'impression, parce que en ce moment, de mon côté, je travaille sur James Baldwin, et j'ai eu l'impression que ça pouvait aussi être le livre qu'il n'aurait pas eu le temps d'écrire. Il y a une filiation directe, il y a quelque chose qui est très important dans l'universalité de l'humain par rapport à sa couleur. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez voulu écrire? Non, je pense que la littérature, c'est une longue chaîne sans fin où les visages comme ça, à chaque séquence apparaissent, mais tous dépendants de ceux qui ont fait un travail précédent. Et Baldwin n'avait pas besoin d'écrire ce livre, et il a joué sur le futur, sur tous ceux qui vont venir à sa suite. Lui-même aussi a bénéficié des richesses d'écrivains américains comme Richard Wright Mhm. et d'autres. C'est une chaîne et pas forcément uniquement des Noirs. Bien sûr. Et il ne faut pas croire, il y a une tendance aux États-Unis, des fois, dans des espaces où les choses sont en vase clos, de croire que les Noirs ne lisent que des Noirs et les Blancs ne lisent que des Blancs. La bibliothèque est beaucoup plus Riche. est sans frontières, elle est riche, et puis il faut pas donner l'impression qu'il y a ça aussi et dans l'esprit des gens. Dans la circulation publique, les gens peuvent avoir des frontières, des séparations, Mhm. mais dans l'esprit, on devrait pouvoir rester très libre et regarder dans la bibliothèque sans considération de race, de classe ou Exactement. d'origine. Il y a un très bel exemple, vous en parlez de Spike Lee par exemple, d'un film qu'il a fait son premier film, si je ne me trompe pas sur le titre, c'est She Sgota Avit, où vous dites, avec mon accent très anglais, où vous dites avec précision que il l'a peut-être pas fait exprès, mais dans ce film-là, il n'y a pas justement cette frontière de couleur et que c'est d'abord l'histoire d'une femme qui a des amants et que finalement cette universalité touche tout le monde. En France, on a eu récemment un film de Roger Dizem qui s'appelle Les Miens, où justement à l'intérieur de ce film, on a juste une famille, une chronique familiale, et que c'est à partir de là qu'on peut penser le cinéma pour arriver justement à ne pas faire des films dits de noir ou films dits de blanc. C'est important. C'est cela, et c'est dommage que parce qu'il y a une majorité de noirs dans un film, ça devient un film dit de noir,
et aussi des fois pour forcer la note, essayer de garder un public, de sécuriser un public, on augmente les anecdotes raciales dans un film, souvent même dans les films qui sont faits par des Noirs. On devrait pouvoir tourner, par exemple en Haïti, comme il n'y a pas beaucoup de blancs, quand on joue du Shakespeare, tous les personnages sont noirs, mais ça reste toujours du Shakespeare, et ce sont tout simplement des gens. Oui. Et donc ça, il faut avoir ça en tête, sinon ça ne veut rien dire. Oui. L'art, il n'y a aucun intérêt à ce que ça existe, l'art, si ça ne peut pas régler ce problème fondamental, puisque nous sommes dans l'imaginaire. Oui. Au moins, on devrait pouvoir le faire. Oui, au moins là. Il n'y a pas mort d'homme de faire ça. Exactement. Il y a des très beaux portraits, ce n'est pas manichéen, il y a des portraits de femmes blanches qui ont œuvré pour que les Noirs soient regardés comme des êtres à part entière américains. Eleanor Roosevelt, la créatrice de la case de l'oncle Tom, Harriet Beecher Stowe. Il y a aussi tous ces soldats qui ont été se battre, blancs, hein, qui ont été se battre pendant la guerre de sécession pour que aussi cesse ce racisme. Et de l'autre côté, il y a aussi un écrivain, donc vous expliquez aussi que c'est peut-être un voyou viriliste, Eldridge Cleaver, qu'on connaît peut-être moins ici. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est justement de ne pas mettre des étiquettes et des endroits. Il y a quelque chose réellement, encore une fois, d'universel. Tout le monde s'est battu pour cette cause, et d'autres qui ont, par exemple, la couleur noire ne l'ont pas forcément fait. Ah, mais absolument, ouais. C'est une société, c'est un organisme vivant. Les gens traversent les lignes et dans un sens comme dans un autre. Et précisément, il s'agit d'êtres humains. Et nous avons des passions contraires aussi. On ne comprend pas, on est toujours un peu étonné devant le mal, mais ça existe. Et c'est une concentration d'émotions, de sentiments, de sensations qui se frottent, et donc ça produit toutes sortes de choses. Ça, c'est très important que la base soit une réflexion comme ça. Bien sûr, majoritairement, les jeunes gens que nous voyons par terre entourés de policiers, ce sont des Noirs aux États-Unis. Ça ne devrait pas être, si on regarde la proportion de Noirs par rapport à la proportion de Blancs. Et nous savons très bien pourquoi. C'est parce que tout simplement, ces gens sont extrêmement démunis, ils vivent dans des quartiers, dans des ghettos, ils ne bénéficient pas de l'école, ils ne bénéficient pas de la santé, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux et sérieux où ils peuvent aller, ils sont parqués d'une certaine manière dans des réserves. Je l'ai dit dans ce livre, les Blancs, quand ils regardent cela à l'extérieur des États-Unis ou même aux États-Unis, ils croient que les Noirs empêchent les Blancs de rentrer dans des quartiers noirs, mais que eux, les Noirs, peuvent rentrer facilement dans les quartiers blancs. Alors je leur dis, ben voilà une illusion. Et c'est tout simplement que quand les Blancs voient des Noirs dans les quartiers blancs, ils sont très sympathiques avec eux, parce qu'ils sont protégés par la police, qui vont venir faire le travail de police à leur place, qui vont les repousser hors des frontières de ce quartier. Et les Noirs, eux, quand ils voient des Blancs dans leur quartier, ils doivent faire eux-mêmes le travail d'expulsion, enfin ceux qui n'aiment pas les Blancs, le travail d'expulsion. Donc ils sont directement toujours confrontés avec la réalité, et que ce soit la réalité de la vie quotidienne pour simplement survivre, gagner le droit de manger, de toutes sortes de choses. Même le haine, ils doivent s'y impliquer eux-mêmes, alors que la police est là pour faire barrage pour les Blancs, pour qu'ils puissent garder les mains blanches. Donc c'est très important de regarder la société et d'essayer de lire et de permettre aux gens de s'enlever des illusions, de se croire au-dessus de la chose, alors qu'ils ont, sans le savoir, délégué le sale job, à d'autres. Oui, complètement. Et il y a beaucoup de portraits de chanteurs, de chanteuses. Alors, Miles Davis, musicien, mais Nina Simone, un très beau portrait de Bessie Smith. Il y a beaucoup de musique et de musicalité dans votre texte. Et je le disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a des textes de tailles différentes, ça crée un véritable rythme. Qu'est-ce que cette musique évoque en vous et les paroles de Bessie Smith, par exemple, et sa vie aussi? Bon, là j'ai fait une faute, j'allais dire, j'ai pris position. C'est-à-dire, je crois que le blues nous a sauvés du country. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui. Entre la musique du blues qui vient vraiment du fond de l'âme et qui dit exactement l'expression de cette douleur qui
qui vient des champs de coton, et d'une douleur qui continue et qui sort ainsi, parce que ça aurait pu sortir comme une sorte de lamentation au premier niveau, mais c'est sorti comme une œuvre d'art. Et la musique country, qui est pas mal non plus, mais qu'on ne peut pas écouter toute sa vie. Il y a quelque chose, et qu'on se dit que d'une certaine manière, la culture de la blues, du blues est plus proche disons, de la civilisation grecque, c'est-à-dire de Homère quand il dit que si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en fasse des chants. Et donc c'est littéralement, et ces Noirs américains qui ont obéi à l'injonction d'Homère, beaucoup plus que les gens. Ça reste un vieux cliché de dire que ceux qui souffrent finissent par créer, et plus que ceux qui ne souffrent pas. Mais il reste que le fait est là. C'est-à-dire Bessie Smith a créé ce blues. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle a fait ce petit clip où elle était avachie sur le comptoir d'un bar, donnant d'eau au public. Et dans cette boîte où elle chantait, sous le regard réprobateur du serveur, et ça doit être un petit spectacle monté, et chantant sa douleur avec une sorte d'impertinence qui rappelle un peu Maya Angelou, dans sa vie privée, qui était aussi une femme impertinente, qui rappelle aussi Nina Simone, que personne ne peut dominer. Et donc, ça vous montre qu'il y a une lignée où l'on se dit même, si ces femmes-là n'étaient pas encore plus... parce qu'elles devaient faire face, et j'allais dire, aux hommes noirs qui les entouraient, et aux blancs, et au racisme blanc aussi. Et Maya Angelou a fait face au Ku Klux Klan, et se mettre debout contre les traditions, parce que faire face à la société pour une femme, c'était déjà... Mettez-vous dans un coin, taisez-vous, et cela dans sa famille. Maya Angelou s'est révoltée contre sa famille, qui lui disait de se calmer, comme on dit, et pour devenir elle-même. Pour devenir elle-même. Donc, ça a fait des chants extraordinaires, des chanteuses magnifiques, et Billie Holiday aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, et d'autres aussi, comme, comment dire, cette grande chanteuse, comme celle qui a fait graver sur la tombe de Bessie Smith, la plus grande chanteuse de blues du monde, ne cessera jamais de chanter, c'est-à-dire Janis Joplin. Aussi, il n'y a pas que des Noirs. C'est ça qui est magnifique dans la réalité. Bien sûr, il y a vraiment une réalité humaniste d'abord, d'être ensemble. Page 45, il y a un chapitre qui s'appelle le silence, silence, où vous dites en effet les riches et les pauvres, les noirs ou les blancs, que ça repose aussi de parler un peu d'argent plutôt que toujours de parler de couleur. Angela Davis parlait aussi de cette manière-là. Il y a parfois cet amalgame de se dire d'abord victime parce qu'on est noir, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur important, comme je disais tout à l'heure, socio-économique, de puissance économique et de classe sociale? Le racisme s'inscrit d'abord là ou pas? C'est du fric, le racisme, c'est de l'argent. Voilà, ça c'est important de le dire. C'est très important, c'est une mécanique dans la fonction, c'est d'exploiter l'autre, parce que exploiter, c'est payer moins. C'est-à-dire, quand vous exploitez 45 à 48 millions de gens, c'est du gros bénéfice. Avant, ça a commencé, il ne fallait pas payer du tout. C'est l'esclavage. Bon, voilà. Ça, c'était bon, ça n'a pas pu continuer. Non, à un moment donné, et on a fait la classe ouvrière divisée en deux groupes. Bien sûr, les Noirs étaient moins bien payés et les Blancs étaient mal payés, mais mieux payés que les Noirs d'ailleurs. Il suffit que les Noirs envahissent un secteur pour que les Blancs se retirent en disant ce secteur est contaminé et demandent d'être payés mieux dans un autre secteur. Et comme toute cette population veille à ce que le racisme reste, cette population blanche d'affaires, et donc ils acceptent cette idée que le blanc soit mieux payé, parce qu'il faut quand même qu'on ait l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de l'ADN. Et le noir est né pour vivre dans les fers, comme c'était dit par le Ku Klux Klan. C'est sa condition d'être esclave en dessous. Donc on doit veiller à ce que cette image reste sacrée. Et donc ça c'est très important. Et cet argent-là, elle se fait comment? C'est très simple. On vous humilie, et comme vous vous sentez humilié,
vous devenez inférieur jusqu'à ce que vous acceptez cette condition-là. Et à ce moment-là, on vous fait un prix. On met un prix sur vous. On vous impose un prix. Et ce prix-là, c'est le bas de l'échelle. Et qu'est-ce que ça donne quand vous payez beaucoup moins un ouvrier et quelqu'un pour fournir une énergie? Eh bien, le patron fait des bénéfices. Et pourquoi le patron voudrait casser un système pareil? Aucune raison. Aucune raison, au contraire. Exactement. Et en plus, il n'est même pas esclave, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de lui payer l'endroit pour dormir ni pour manger, il va payer lui-même. Il se débrouille. Avec son petit pécule. Absolument, il doit venir au travail puisqu'il est payé à l'heure, il doit venir le plus tôt possible. Donc il s'arrange pour habiter pas loin de l'usine. Et quand ils sont tous pas loin de l'usine, ça fait un ghetto. Petit ghetto. Et ce petit ghetto-là, l'État ne va pas trop dépenser pour lui. Il ne va pas mettre des hôpitaux de premier ordre, il ne va pas mettre des écoles de premier ordre. Et donc, ce n'est pas, disons, la culture blanche, l'établissement blanche qui a inventé le ghetto, c'est carrément, c'est les Noirs qui se sont rassemblés, poussés par l'urgence de vivre. Mais tout cela est pensé, si on peut dire. Mais ils se sont agglutinés autour de l'usine. Et donc, nous savons très bien comment nous réagissons dans la vie réelle. Les Noirs savent que c'est eux qui ont voulu habiter là pour pouvoir bénéficier d'une heure de plus, d'une heure de moins de voyage pour venir à l'usine. Donc ça veut dire qu'ils portent en plus sur le dos le fardeau sans savoir que tout cela a été bien pensé. On n'a qu'à faire l'usine, ils vont venir autour. Donc voilà un peu comment ce système agit. Et ça marche bien pour tout le monde, ça rapporte bien pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et ça décorrèle un peu de l'affaire de la couleur quand on se rend compte que c'est une domination d'abord économique. Et ça, c'est important. Il y a aussi l'idée de la revanche aussi qui est très importante parce qu'il y a des discours qui peuvent être un peu victimaires ou avoir envie de régler ses comptes avec le passé. Vous parlez de la loi du talion et que parfois, c'est même pas une volonté de vouloir régler ses comptes parce que si jamais on pouvait imiter et faire la même chose, une fois qu'on arrivait au pouvoir, c'est intéressant aussi pour celui qui a été opprimé. Donc il y a aussi ce renversement. Je veux enlever un peu de lyrisme dans l'affaire. Voilà, c'est-à-dire que moi, je vis quand même dans une société, et en Haïti, j'ai été élevé, je suis né où l'esclave était devenu indépendant. Et j'ai vu comment on peut s'exploiter, on peut s'écraser, qu'il n'y a là aucune différence. Et j'ai compris dans les rapports de classe, puisque le thème de race étant un peu écarté en Haïti, donc nous voyons très très clairement les rapports de classe. Dans les rapports de classe, dans les rapports de pouvoir, et j'ai vu que chaque groupe voudrait non pas réussir pour pouvoir se venger, faire et condamner ceux qui l'avaient exploité, mais pour prendre sa place et agir de la même manière. Parce qu'ils avaient l'impression, quand ils étaient écrasés, que l'autre était dans un paradis et qu'ils étaient en enfer. Et pour pouvoir être au paradis, il faut qu'il existe un enfer. Donc il faut créer l'enfer pour celui, pour qu'il ne puisse pas rêver à prendre votre place, pour qu'il puisse vous admirer. Parce qu'il ne s'agit pas, ce ne suffit pas d'être riche, il faut être admiré. Et donc, pour créer cette admiration, il faut créer une sorte une difficulté d'arriver à votre position pour que l'autre puisse fantasmer votre position. Et vouloir naturellement, rêver naturellement de vous descendre de votre piédestal et pour pouvoir créer une société égalitaire. Mais juste après, non, il a pris votre place. Voilà, donc, et ça continue. Et on recommence. C'est pour ça, par exemple, en Haïti, ça fait 220 ans que ça continue. Donc, la névrose coloniale qui habite tous les pays qui ont été, disons, dominés par des Blancs, qui dure longtemps, cette névrose coloniale n'est plus en Haïti parce qu'on a vu tellement le pouvoir dans sa nudité. Et on a vu que ce n'était pas une histoire de blanc et de noir, c'est une histoire de groupes sociaux qui veulent dominer, qu'on a perdu, heureusement, cette névrose coloniale pour tomber dans la névrose de la dictature, la névrose du pouvoir. Vous le dites très bien quand il s'agit de Frantz Fanon. Oui. Vous le dites très bien. Tout ce que vous nous dites là, c'est dans un chapitre magnifique sur Frantz Fanon, et vous pointez quelque chose d'important. C'est qu'en effet,
Haïti s'est débarrassé de tout ça il y a tellement longtemps que peut-être, si dans ce cas, on pourrait mettre la France dans cette même histoire, parce qu'elle a été elle-même colonisée par les Romains. Oui, Voilà. c'est un Donc mouvement c'est ça. historique. Il faut sortir de cette idée d'inné, que le noir est né pour être esclave, parce que il faut sortir ça de la tête. Parce que tous les exemples que nous prenons dans le discours victimaire disent que nous sommes nés pour être esclaves. Oui. Non, pas du Non. tout. Nous pouvons mettre les autres en esclavage aussi. Et nous le faisons C'est arrivé. dès que nous le pouvons. Oui. Dès que nous le pouvons. C'est-à-dire, il faut que... C'est ça, c'est le plaisir. Il ne s'agit pas simplement d'être riche, il faut avoir plaisir de cette richesse. Et l'un des plus grands plaisirs humains, c'est d'écraser l'autre. Et malheureusement. Donc, si on veut pas que ça se reproduise, il faut que ceux qui sont en bas Oui. commencent à penser leur Voilà. situation autrement Tout à fait. pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette, disons... il y a quelque chose d'irrésistible dans ce goût d'écraser l'autre. Si on ne le pense pas, Oui. si on n'en parle pas, si on ne le dénude pas, si on le cache à chaque fois Oui. en disant c'est un autre qui nous a fait, Oui. parce qu'il est plus riche, parce qu'il est blanc, parce qu'il est... Eh bien, il n'y a rien qui pourrait... Parce que Vraiment. nous allons arriver plutôt. Nous arriverons à cette richesse-là et complètement amateur par rapport aux questions de classe, aux questions de pouvoir, et nous allons agir comme le maître a agi. Oui, Nous tout à avons fait. appris la leçon. Mais oui, le mot parfait, c'est dénuder. Enfin, vous dites plein de choses super, mais en effet, dans ce livre, vous dénudez tout ce système et ça permet vraiment de penser. C'est un livre qui permet de penser. Et si jamais on vous avait dit qu'il y avait eu plein de livres écrits sur ce sujet, désolé, chacun a sa place et celui-ci a une place assez majeure pour nous faire penser l'époque. Et il y a, alors juste pour le goût, vous avez dû vous amuser en écrivant ce chapitre, le type du FBI. J'adore le titre. Le type du FBI. Il faut le remettre à sa place. Mais c'est fabuleux. Ce n'est qu'un type, c'est-à-dire que tout individu a la possibilité d'être quelqu'un d'important dans la société, mais ce n'est pas la fonction qui fait l'importance, c'est comment on se conduit. Et c'est un type. Et Dardy Hoover, Ouais. et c'est un type, c'est-à-dire il s'est conduit comme une petite frappe, un petit salaud de coin de rue, et a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir facile à accumuler, celui de calomnier, celui de faire du chantage, et en étant directeur du FBI, c'est-à-dire le fédéral et bureau américain. Et donc, il était là, il avait beaucoup d'employés et dont le travail était de chercher le point noir et dans la vie de chaque citoyen américain et même du président des États-Unis. Il l'a fait avec Kennedy, il l'a fait avec John Kennedy, avec son frère Robert Kennedy, il l'a fait surtout avec Martin Luther King, et il était obsédé par cet homme. Et donc, et l'une des accusations qu'il portait le plus souvent, c'est celui d'homosexualité. Et naturellement, naturellement traite à la nation, mais homosexualité, parce qu'on a découvert qu'il était lui-même homosexuel. Voilà. Il voulait cacher cela. Et la meilleure façon, c'est d'attaquer. D'attaquer. Et il a fait... Il a vécu, enfin c'est jusqu'à sa mort qu'il a occupé cette fonction. Oui. Je crois qu'il a vécu 12 présidents ou quelque chose comme ça. Et c'est un pouvoir presque illimité. Et je pense qu'après, les États-Unis ont compris qu'il ne fallait pas donner un tel pouvoir. Et je ne vois pas aucune différence avec Duvalier, avec tous les dictateurs dont on parle. C'est le même système, c'est-à-dire les humains ont des émotions, ils ont des élans, ils ont une vie privée et un peu sacrée selon la loi, mais que si on arrive à percer et à recueillir des informations sur cette vie privée, on peut les manipuler. Donc c'est quelque chose d'absolument, c'est de la saloperie. C'est-à-dire qu'un système, qu'un organisme, qu'un bureau national serve à recueillir des informations personnelles sur les gens. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on n'a plus besoin de ce bureau, on n'a plus besoin de Big Brother dont nous parlait cet écrivain. Et cet écrivain anglais, l'auteur de 1984. Oui. Et on n'a plus besoin, puisqu'il y a les réseaux sociaux, puisqu'il y a
il y a des gens qui mettent leur vie privée comme ça sur la scène. Et j'en ai parlé, j'ai dit à la fin de ce texte sur Edgar J. Hoover que maintenant, Big Brother n'est plus quelqu'un qui domine et qui recueille les informations. C'est la foule qui fournit les informations. Volontairement. Oui, il est la foule. Oui, c'est ça. Il devrait nous espionner. Mais maintenant, c'est la foule qui s'espionne, qui met toutes les informations. Mais si on réfléchit très bien, c'est peut-être la seule façon d'éliminer Big Brother. Parce qu'il n'y a aucun appareil qui peut disséquer toutes ces informations privées qu'il donne. C'est comme si on a banalisé la vie privée au point que Big Brother n'a plus aucun sens. Ce qu'il faut maintenant surveiller, c'est les élans importants de l'être humain, puisque les bas instincts sont livrés à la population. Ce qui devient rare, c'est l'être humain dans ses élans magnifiques dans sa spontanéité. Dans sa spontanéité. C'est parce que le reste, on a récupéré Big Brother en devenant une multitude de Big Brother. C'est incroyable. Oui, complètement. Non, mais vraiment, c'est super. La fin du livre, et parce qu'on parlait tout à l'heure de transmission, on a commencé sur ceux qui ont écrit avant, comme Baldwin ou autres, et vous maintenant, et pour moi c'est vraiment, vous représentez, vous incarnez cette suite en fait. Donc on écrit pour construire comme pour détruire, il nous faut intervenir de manière durable et en profondeur, il faut écrire des livres qui intéressent les jeunes gens, l'autorité du livre se fait en complicité avec le lecteur. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase, c'est une des dernières phrases du livre, parce que ça explique un peu tout ce qu'on se disait. J'aurais encore 1 million de questions à vous poser sur ce livre qu'il faut lire pour intéresser le jeune lecteur, le moins jeune lecteur de toute culture qu'il soit, pour savoir ce qu'est le racisme. Et à la limite, toute réaction sur la démocratie. On voit que les démocraties s'éteignent un petit peu. On lutte comment contre le racisme dans des démocraties où la liberté se perd, ou qui s'en va, qui est à la peine. Comment on fait? Bon, c'est important. La première chose, la première chose, quand on entend avec raison une sorte d'effritement de la démocratie, c'est de se poser la question, quand est-ce qu'on a entendu la première fois le mot « la démocratie est en train de s'effriter ». Et généralement, ces mots-là viennent de ceux qui voudraient l'effritement de la démocratie. Parce que nous sommes dans une société où nous faisons beaucoup de confiance à la publicité. Nous sommes très fiers d'avoir payé plus cher un manteau qu'un autre, même si c'est le même matériel. Et nous sommes vraiment sous influence de cela. Je me demande s'il ne faudrait pas essayer de regarder et pour voir si c'est tout à fait vrai. L'autre jour, je parlais avec un ami, je lui disais, mais c'est vrai, vous dites que la démocratie est en train de s'effriter. Mais c'est étrange. Quand je regarde les feux rouges, les gens s'arrêtent encore. Même la nuit. C'est-à-dire qu'il y en a certains, pas même beaucoup, qui traversent les feux rouges, mais de la manière extrêmement sauvage. Les instincts sauvages des êtres humains sont tellement tellement exacerbé à ces moments-là, quand on voit comment les manifestations pour défendre ces droits se font dans une extrême violence des deux côtés de la barrière, et on aurait cru que les gens ne respecteraient pas quelque chose qui n'est même pas un être humain qui leur est tendu. C'est un consensus qui est ce fait-là. Moi, je crois qu'il faut regarder le niveau comme on regarde un niveau d'eau, pour savoir, et par les feux rouges. Quand vous verrez que les gens traversent les feux rouges en plein midi et sans raison, et comme par exemple en Haïti, ce qui donne une idée où la sécurité est devenue très bas, et il y a un jeune voleur qui est entré dans la maison des gens à midi pour voler. Et quand la police est arrivée, on lui a dit, mais comment pouvez-vous croire que vous pouviez arriver comme ça en plein midi au moment où les gens sont en train de manger et pour voler comme ça? Et il répond, écoutez monsieur, moi je suis qu'un pauvre voleur avec un revolver, je ne peux pas voler le soir, ils sont trop armés pour moi, et je vais me faire voler. Donc, moi-même, c'est-à-dire que là, on a un problème. Parce que les territoires sont tellement pris que
on a dépassé une frontière, la frontière de l'heure, du moment où les choses sont encore volées. Une société pareille, un individu pareil, il ne va pas s'arrêter au feu rouge. Il n'a pas la chance, puisque il n'a plus rien à perdre. D'ailleurs, c'est cela. Beaucoup de gens volent en Haïti, et quand les gens s'arrêtent au feu rouge, ils arrivent avec un revolver qu'ils pointent sur la tête. Donnez-moi l'argent, avant que le feu passe au vert. Et donc, c'est cela. Il faut regarder aussi dans la circulation dans les rues pour savoir. Et donc, j'ai encore un espoir qu'on n'a pas encore franchi le feu rouge. On est encore au vert ou au jaune ou à un feu intermédiaire, mais on n'est pas encore. Et je ne voudrais pas qu'une phrase de Sartre qui disait « Il ne faut pas désespérer Billancourt ». Je ne voudrais pas désespérer les gens. À chaque fois qu'il y a une expression, une phrase, une formule qui nous écrase, la première chose à se dire, c'est qui l'a dit. D'où vient cette formule pour savoir si c'est quelqu'un qui voudrait bien et qu'on perde confiance dans ce que nous avons. Nous sommes battus pour construire. Ce n'est pas quelque chose qui est là comme ça. C'est quelque chose, nous sommes battus. Et c'est fragile. Et c'est très fragile. Il fut un temps où aux États-Unis, des gens franchissaient les feux rouges pour frapper les Noirs dans les rues. Donc, tant qu'ils ne le feront pas, très tranquillement, en fait. Très tranquillement. Dans une belle impunité. Ils voient ça, c'est le soir ou même pas, ils voient le type et ils le frappent comme on frappe un animal. Et quand on n'entend pas trop, c'est qu'on est encore dans un équilibre, il y a encore des gens qui contestent blanc et noir, et cette manière de faire, et ne désespérons pas, au contraire, et obligeons les autres à s'arrêter au feu rouge de la circulation des gens dans la vie. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Je passerai la journée avec vous. Ah là là. Voilà, donc petit traité du racisme en Amérique qui parle du monde entier, de tous les êtres humains, avec une belle universalité, une belle langue, une belle voix, un rythme. C'est un plaisir. J'ai l'impression, et c'est un vieux rêve d'écrivain, de rencontrer quelqu'un qui l'a lu pas dans le sens qu'on vous lit, mais chaque écrivain, de temps en temps dans la vie, rencontre un lecteur ou une lectrice où le livre appartient plus au lecteur ou à la lectrice qu'à l'écrivain. Parce que c'était cela l'affaire. Celui qui fournit, et c'est comme pour la cuisine, quand ma mère faisait à manger, elle mangeait la dernière ou elle ne mangeait pas. Et la seule chose qu'elle a besoin d'entendre, c'est que quand on arrive de l'école et on dit « ça sent bon ici ». C'est pour ça que vous comparez l'écriture à la cuisine. Oui. Je vous ai entendu dire ça, c'est beau d'ailleurs. C'est la seule chose la plus proche de la cuisine. C'est-à-dire, vous mettez des choses dans une marmite d'eau chaude, des idées, des émotions, des fantaisies, des arguments et des rêveries aussi. Et puis à un moment donné, vous baissez le feu, c'est-à-dire vous laissez un peu le livre se reposer et vous mettez les épices. Ça s'appelle le style, et vous le travaillez. Et s'il faut découper les légumes un peu ou ajouter, c'est-à-dire vous faites un petit montage que j'aime bien faire dans les livres. Et après, vous servez, c'est-à-dire le lecteur, et vous attendez sa réaction, et vous espérez qu'il ou elle puisse dire « ça sent bon ». Bah, ça sent bon, la mienne est pleine et entière. Je n'ai même pas terminé mon assiette parce que je voulais que toute ma famille le lise. Alors j'ai un peu faim encore. Je vais continuer à le manger et continuer à le partager, vraiment. Je suis très contente de cet entretien avec vous, vraiment. Merci, ça permet de grandir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Laferrière. Merci à vos amis. Voilà, merci à ceux qui nous regardent sur La Ruche Média. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.